Les calmars géants sont des créatures difficiles à observer. Ils se montrent rarement et nous les connaissons encore bien mal. Pourtant, durant une extraordinaire décennie à la fin du 19e siècle, des douzaines de ces mystérieuses créatures ont été vues flottant au large de Terre-Neuve ou échouées sur les nombreuses plages de l'île. Personne ne sait exactement ce qui a causé ce phénomène, mais une chose est certaine, le calmar géant de Terre-Neuve a enflammé les imaginations du monde entier. Les zoologistes voulaient les examiner, les musées voulaient les exposer, et les magazines populaires voulaient remplir leurs pages de descriptions fantastiques et d'images saisissantes de ce mystérieux calmar géant. Au moment des premières observations du calmar géant à Terre-Neuve, durant les années 1870, on savait peu de choses de cette créature qui semblait davantage tenir du mythe que de la réalité. Et de fait, nombre de scientifiques croient que le calmar géant est derrière de nombreux récits de monstres marins transmis au fil des siècles. Le kraken est probablement le monstre marin le plus célèbre à avoir été associé au calmar géant. Durant les années 1750, l'évêque de Bergen a écrit que le kraken était le plus grand monstre marin au monde. Il le décrivait comme rond, plat et muni d'une multitude de bras ou de branches. En 1802, le naturaliste français Pierre Denis de Montfort publie cette illustration sensationnelle dans son encyclopédie des mollusques. Peu enclin à laisser les faits ruiner une bonne histoire, Montfort raconte que la créature aurait attaqué et coulé une flotte de 10 navires de guerre. Quand ces mensonges sont éventés, sa carrière prend fin dans la disgrâce. Si le kraken naufrageur ne s'est jamais matérialisé, un calmar énorme et beaucoup moins terrifiant s'est manifesté au fil des siècles. Les baleiniers en connaissaient l'existence depuis longtemps. Les cachalots étaient l'une des seules créatures qui se nourrissent de calmars géants. Il n'est pas étonnant que les chasseurs de baleines aient parfois trouvé d'énormes tentacules dans leur gueule ou leur estomac. Il est aussi arrivé que des calmars géants s'échouent sur des plages. Cette occurrence a été rapportée pour la première fois en 1639 en Islande. 35 ans plus tard, ce document signale un autre échouage en Irlande. Mais ces apparitions étaient rares et les créatures étaient ordinairement décomposées ou très mutilées. De plus, ceux qui trouvaient les carcasses les taillaient souvent pour s'en servir comme appât ou nourrir leurs chiens, les soustrayant à toute observation scientifique. Les premiers progrès sont survenus en 1853 lorsque le naturaliste danois Japetus Steenstrup a pu se procurer le bec d'un calmar géant qui s'était échoué sur un rivage de son pays. Il a établi que cet animal appartenait à une nouvelle espèce de calmar gigantesque qu'il a baptisé Architeuthis, du grec pour prince des calmars. Le calmar géant avait enfin son nom scientifique, mais il demeurait pour l'essentiel inconnu du grand public. Tout va changer au cours des 2 décennies suivantes. En 1861, près des îles Canaries, l'aviso français Alecton découvre un Architeuthis vivant. Son équipage essaie de le hisser à bord, mais sans succès. Des récits de cette rencontre se mettent à circuler dans des livres et des magazines, souvent accompagnés d'illustrations dramatiques. Cette histoire inspire même le célèbre écrivain Jules Verne, qui met en scène un calmar géant dans son roman 20 000 lieues sous la mer. Ce livre est publié en feuilleton jusqu'en 1870, l'année même qui amorce une extraordinaire décennie d'observation de calmars géants à Terre-Neuve. L'Architeuthis est sur le point de s'ancrer profondément dans l'inconscient collectif. Les premières apparitions du calmar géant à Terre-Neuve n'ont pas laissé beaucoup de vestiges concrets. Durant l'hiver 1870, des témoins ont rapporté l'échouage de 2 énormes créatures, des espèces de calmars, près de Lamaline, sur la côte sud de Terre-Neuve, mais aucun vestige n'en a survécu. L'année suivante, une goélette américaine trouve un cadavre de calmar géant sur les grands bancs. Après avoir utilisé le plus gros de sa carcasse comme appât,
L'équipage en fait parvenir le bec au zoologiste Addison Verrill de la Yale University, qui confirme qu'il s'agit bien d'un bec d'Architeuthis. Deux autres calmars s'échoueront en 1872, l'un à Coombs Cove et l'autre dans la baie de Bonavista. Il n'est resté aucun vestige du calmar de Coombs Cove, mais, selon des témoins, il faisait 16 mètres de long. Le calmar de Bonavista était plus petit, mais son bec et deux de ses tentacules sont envoyés à Verrill, qui en publie des dessins dans des revues scientifiques. Le reste de sa carcasse est emporté par la mer. 1873 sera une année marquante. Deux découvertes inédites vont en effet faire sortir l'Architeuthis des pages de revues scientifiques obscures pour le propulser à la une de tous les journaux. L'un des grands responsables de cette célébrité a été Moses Harvey, prêtre local et écrivain prolifique passionné de science. En octobre 1873, Harvey reçoit un étrange cadeau, le tentacule d'un énorme calmar découvert sur la grève de Portugal Cove. J'avais soudain en ma possession l'une des plus rares curiosités du règne animal, le bras d'un poisson-diable, une créature jusqu'alors mythique dont l'existence même était débattue par les naturalistes depuis des siècles. Ma première préoccupation a été de le faire photographier, après quoi je l'ai apporté au musée de St. John's. À cette époque, l'animal était si méconnu que le terme calmar géant n'existait pas encore. La communauté scientifique l'avait appelé Architeuthis, mais la presse et le grand public l'avaient dénommé sèche géante ou poisson-diable, voire pieuvre. Peu importe son nom, le calmar géant a vite suscité une grande fascination dans le public. Harvey a décrit le calmar de Portugal Cove dans de nombreux journaux d'Amérique du Nord et d'Europe. Le 26 octobre 1873, au large de Portugal Cove, dans la baie de la Conception, deux pêcheurs sur une barque ont remarqué un objet qui flottait à quelque distance. Pensant qu'il s'agissait d'une grande voile ou de débris d'une épave, ils s'en sont approchés à la rame. Quand ils l'ont atteint, l'un des hommes l'a tâté avec sa gaffe. Immédiatement, la chose a donné signe de vie, découvrant un bec rappelant celui d'un perroquet qui, ont-ils déclaré, était aussi gros qu'un baril de 6 gallons, et avec lequel il a frappé violemment la coque de leur embarcation. La créature a ensuite projeté de sa tête deux énormes bras livides qu'elle a enroulés autour de la barque. L'un des hommes a alors saisi une hachette, tranchant les deux bras qui sont restés sur le plat-bord du bateau, tandis que la bête fuyait en projetant un gros nuage de liquide noir comme de l'encre. Un mois plus tard, deux pêcheurs de Logie Bay ont capturé un autre calmar géant dans leur filet à harengs. Cette fois-là, Harvey a été capable d'obtenir la carcasse complète. J'avais en ma possession ce que n'avait aucun musée au monde, un spécimen parfait d'une sèche gigantesque, communément appelée poisson-diable ou pieuvre, dont on n'avait trouvé à ce jour que quelques fragments largement dispersés dans diverses collections. J'ai donc eu la chance de découvrir une nouvelle espèce de poisson remarquable, dont l'existence même avait été niée et même ridiculisée, et n'avait jamais été prouvée avec certitude. Des photos du calmar de Logie Bay et du tentacule de Portugal Cove font alors la une des journaux et les magazines populaires des deux côtés de l'Atlantique. Le public est fasciné. Même plongé dans la saumure, le calmar de Logie Bay s'est mis à se décomposer. Désireux d'en sauver quelque chose pour la science, Harvey a sectionné la carcasse en plusieurs morceaux qu'il a préservés dans l'alcool et envoyé au professeur Addison Verrill de la Yale University. Verrill s'en est servi pour créer ce dessin d'un calmar géant vivant. On peut encore de nos jours observer les restes du calmar de Logie Bay au musée Peabody de Yale. Dans la décennie suivante, Verrill va publier une trentaine d'articles scientifiques sur le calmar géant, la grande majorité portant sur les spécimens de Terre-Neuve. Il estimera qu'environ 60 calmars géants ont été capturés sur les grands bancs et utilisés comme appât durant les années 1870.
Au moins 18 autres sont venus s'échouer sur les plages de Terre-Neuve entre 1870 et 1881. Pour la plupart, ces créatures n'ont pas été conservées comme celles de Logie Bay. À l'époque, les Terre-Neuviens avaient une économie de subsistance. L'argent était rare et les familles devaient souvent tirer parti de tout ce que la nature leur fournissait. L'apparition d'un calmar géant était une manne tombée du ciel. On pouvait en tirer des appâts pour la pêche, en nourrir les chiens ou s'en servir comme engrais pour les potagers. Ceci dit, quand les gens ont été mis au courant de l'importance scientifique du calmar géant, ils ont commencé à signaler leur découverte plus souvent et à en préserver les parties qu'ils ne pouvaient pas utiliser, les mâchoires par exemple. Près d'un an après la découverte du célèbre calmar de Logie Bay en 1873, un autre est venu s'échouer à Grand Bank dans la baie de Fortune. Il a fini par être utilisé pour nourrir les chiens, mais Harvey en a envoyé le bec à Verrill. Comme on peut le voir, il a été préservé jusqu'à nos jours. L'échouage suivant s'est produit en 1877. Le public avait alors un appétit insatiable pour d'autres reportages sur le calmar géant. Aussi, lorsqu'une tempête en a rejeté un spécimen presque parfait sur la plage de Catalina, il a fait la manchette dans le monde entier. Le Penny Illustrated Paper de Londres y a même consacré sa première page. Cette créature errante, dans un grand état de fatigue, a été poussée sur la côte à Catalina sur la rive nord de la baie de la Trinité. La queue attachée à un rocher, elle nageait à reculons, incapable de se dégager. Dans ses efforts désespérés, elle tortillait ses 10 bras dans tous les sens, fouettant la mer en écume de ses tentacules longs de 30 pieds, tout en essayant avec ses puissantes ventouses de trouver prise pour se traîner en eau plus profonde. Quand la marée s'est retirée, le géant était épuisé et les pêcheurs ont osé l'approcher. Il est mort peu après, à marée basse, échoué sur la plage. 2 pêcheurs ont pris possession de la rare trouvaille et tout le village, stupéfait, s'est assemblé pour voir le monstre. Verrill allait éventuellement réaliser un dessin du calmar de Catalina. Il a relaté qu'il s'agissait du spécimen le plus grand et le mieux préservé jamais découvert. La créature a été exposée quelques jours dans le musée de St. John's, tandis que les plus importantes institutions des États-Unis se livraient à une féroce surenchère pour l'acquérir. C'est l'Aquarium de New York qui l'a emporté pour 500 $, soit quelques 11 000 $ en devises de 2021. L'Aquarium a remis en état la carcasse endommagée, mais l'a aussi embellie en lui ajoutant une paire d'yeux rouges. Il a publié une annonce sensationnelle invitant le public à venir voir le plus grand monstre marin jamais capturé, le prodigieux poisson-diable, le fameux décapode mangeur d'hommes. La folie du calmar battait son plein, en grande partie grâce aux spécimens de Terre-Neuve. Des collectionneurs de partout ont même commencé à envoyer Moses Harvey des demandes de calmars géants. La plus amusante de ces nombreuses requêtes est sans doute venue de Barnum, le célèbre forain, qui m'a envoyé une commande pour que je lui capture, sans regarder à la dépense, 2 des plus grands poissons-diables. Il pensait sans doute qu'ils étaient aussi abondants que les morues. Divers autres musées m'ont écrit pour me demander de penser à eux quand j'obtiendrais les restes du prochain spécimen. Si seulement l'offre avait été égale à la demande, j'aurais fait des affaires en or. Des calmars géants ont continué de s'échouer sur les plages de l'île à intervalles irréguliers durant le reste de la décennie, notamment à Thimble Tickle, Three Arms et Brigus. Mais aucun n'a pu être préservé de façon adéquate et dans bien des cas, ils ont servi à nourrir les chiens. Les années 1870 ont pris fin sans autre découverte majeure, mais l'année 1881 a offert un épilogue intéressant. Le 10 novembre, un calmar géant a flotté jusqu'à Portugal Cove. L'animal était décédé, mais son corps était en si bon état qu'il a de nouveau fait les manchettes de grands journaux internationaux comme Harper's Weekly et Scientific American.
Emballé dans de la glace, il a été expédié à New York pour y être exposé, cette fois à l'E.M. Worth Museum. Verrill a pu en examiner la carcasse et durant des années, il publiera des articles érudits sur le calmar géant de Terre-Neuve. Il s'associera aussi à l'artiste James Emerton pour créer quelques-unes des premières reproductions grandeur nature du calmar géant, comme celle-ci, inspirée du calmar de Catalina, qui a été présentée à l'Exposition internationale des pêcheries de 1883. Même si d'autres calmars géants ont été découverts sur les côtes de Terre-Neuve et Labrador depuis les années 1870, cette décennie demeure inégalée quant au nombre d'occurrences et à l'impact qu'elles ont eu sur la culture populaire et la recherche scientifique.